Carlos Salinas de Gortari n'a jamais tué personne de ses propres mains, mais la première mort provoquée par son nom est arrivée lorsqu'il avait 3 ans et il se trouvait dans la même pièce. Une fillette de 12 ans, une carabine calibre 22, une porte verrouillée de l'intérieur au Palais national et 2 enfants tenant l'arme. Quand les employés ont forcé la porte, Manuela était déjà morte et Carlos regardait le cadavre. C'était sa première dissimulation. Il avait 3 ans. 15 minutes plus tard, son père a décidé qu'on ne parlerait plus jamais de cette histoire. 50 000 pesos à la famille, dossier classé, affaire close et un message gravé au fer rouge dans l'esprit de 2 garçons. Dans la famille Salinas, la vérité s'enterre, les erreurs se cachent et les gens sont jetables. Pour Raoul, cette leçon ferait de lui l'homme qui a ordonné un assassinat. Pour Carlos, elle ferait de lui le président du Mexique. Et écoute bien ceci, parce que ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un ragot politique. C'est un enregistrement réel, caché pendant des années, réalisé par un journaliste en 2010. La voix est tendue, brisée, vengeresse. Carlos savait tout chaque mouvement, chaque compte, chaque transfert. Je n'agissais pas seul, lui coordonnait. Moi j'exécutais. Et quand tout a mal tourné, il m'a coupé les mains et m'a laissé seul. Ce n'est pas un ennemi qui parle. C'est son frère l'homme qui portait les ordures, les secrets, les services rendus, l'argent sale. L'homme qui a terminé 10 ans en prison pendant que Carlos dormait tranquillement. Et voici le pire. La mort de Manuela n'était pas un accident. La fraude de 98 n'était pas une erreur technique. L'assassinat de son beau-frère n'était pas un cas isolé. Et quand NXIVM s'est effondré et qu'un de ses fils est tombé avec, ce n'était pas un hasard non plus. Tout fait partie de la même malédiction. Une malédiction qui commence dans une pièce pleine de sang et qui retombe sur 3 générations entières. Aujourd'hui, je vais te raconter comment un nom de famille a construit un pouvoir illimité et a complètement détruit les enfants qui l'ont hérité. Parce que ce n'est pas l'histoire d'un président, c'est l'histoire d'un père qui a sacrifié sa famille pour maintenir son royaume. Et le plus Myron dans tout ça, c'est ceci. À ce jour, aucun de ses enfants ne veut porter son nom. Mais aucun ne peut lui échapper. Mais il existe un dossier. À peine 3 pages dactylographiées, archivées dans les sous-sols du parquet. En 1995, pendant les investigations sur Raúl Salinas, un fonctionnaire nommé Roberto Hernandez est tombé sur ce dossier par accident. Hernandez en a fait des copies, les a gardées chez lui, et quand il a essayé de les remettre à des journalistes, il a reçu la visite de 2 hommes qui lui ont dit textuellement « Ces pages n'existent pas. Et si tu insistes pour dire qu'elles existent, toi non plus tu n'existeras pas. » Hernandez a détruit les copies, a démissionné du parquet, est parti vivre aux États-Unis, mais avant de partir, il a raconté à son frère ce qu'il avait lu sur ces 3 pages. Le dossier disait que la blessure par balle de Manuela était incompatible avec un tir accidentel. L'angle suggérait que la carabine avait été visée délibérément. Et il y avait des déclarations de 2 employés du palais disant avoir entendu Manuela crier quelques minutes avant le coup de feu. Des cris qui disaient « Non, s'il vous plaît, non ». Garde ce détail en tête, parce que ce qu'un enfant de 5 ans a vu dans cette pièce définirait tout ce que Raúl Salinas ferait 43 ans plus tard. Mais d'abord, tu dois comprendre qui était le père, parce que tout ce qui va suivre, toute la corruption, toute la trahison, toute la douleur, commence avec la manière dont Carlos Salinas Lozano a élevé ses fils. Carlos Salinas Lozano n'était pas un politicien ordinaire. C'était un économiste formé à Harvard, avec des connexions internationales qui le rendaient indispensable au PRI. Un homme brillant qui avait compris que, dans le Mexique des années 50, le pouvoir ne se gagnait pas avec des idéaux. Il se gagnait avec une loyauté absolue au système et l'élimination efficace des obstacles. La mort de Manuela n'était que le premier obstacle éliminé. Après 1951, sa carrière a grimpé sans friction. Sénateur, sous-secrétaire à l'industrie et au commerce, directeur de multiples entreprises d'État, chaque poste plus puissant que le précédent. Et pendant qu'il montait, il a enseigné à ses fils exactement comment appliquer cette philosophie. Les règles étaient claires. Règle numéro 1. Le nom de famille est plus important que l'individu. Échouer en tant que Salinas est impardonnable parce que ça salit tout le monde. Règle numéro 2. Le pouvoir justifie n'importe quelle méthode. La morale et l'éthique sont des concepts pour ceux qui n'ont pas le courage de faire ce qui doit être fait.
Règle numéro 3. La loyauté envers le pouvoir dépasse la loyauté du sang. Si quelqu'un dans la famille devient une faiblesse, on l'élimine de l'équation. Ces règles ne s'enseignaient pas avec des discours. Elles s'enseignaient avec de la froideur, avec des silences, avec une absence totale d'affection. Il existe un témoignage de Margarita de Gortari, épouse de Carlos Salinas Lozano. Elle l'a confié en 1989 à une cousine éloignée lors d'un dîner familial. La cousine s'en est souvenue des années plus tard dans une interview au journal Proceso. Margarita a dit « Carlos n'a jamais serré nos enfants dans ses bras. Pas une seule fois. Quand Raoul a eu la varicelle à 7 ans et pleurait de douleur, Carlos est entré dans sa chambre et lui a dit « Les Salinas ne pleurent pas. Contrôle-toi. » Raoul a arrêté de pleurer, mais quelque chose s'est brisé dans ses yeux ce jour-là. Et voici la question qui définit toute cette histoire. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un enfant qui apprend que la douleur doit être cachée, que la vulnérabilité est une honte, que l'amour de son père est conditionnel à la performance? La réponse se trouve dans ce que Raoul et Carlos sont devenus. Carlos Salinas de Gortari est né pour être président. Depuis l'enfance, on lui répétait que c'était sa prophétie et il l'accomplirait, quel qu'en soit le prix. Mais pour arriver à la présidence, il aurait besoin que son frère Raoul fasse le sale boulot qu'aucun président ne peut faire en public. Et Raoul était prêt. Parce que Raoul n'a jamais oublié la leçon de 1951. Les problèmes s'éliminent. Les gens sont jetables. Et si tu as le bon pouvoir, il n'y a jamais de conséquences. Carlos Salinas de Gortari est né le 3 avril 1948. Depuis qu'il avait une conscience, on lui disait qu'un jour il serait président du Mexique. Ce n'était pas une possibilité, c'était une prophétie qui devait se réaliser. Carlos a grandi comme un enfant étrange, sérieux au-delà de son âge, observateur, calculateur. Sur les photos de famille, il est toujours légèrement à l'écart, le visage neutre, les yeux sans émotion visible. Il n'avait pas de vrais amis. Il avait des contacts fonctionnels. Le fils de l'ambassadeur américain pour pratiquer l'anglais. Le fils du ministre des Finances pour comprendre l'argent. Le fils d'un leader syndical pour apprendre les mécanismes du pouvoir ouvrier. À 12 ans, il lisait déjà des ouvrages d'économie avancée. À 15 ans, il assistait à des réunions politiques avec son père et mémorisait chaque nom, chaque engagement, chaque dette de faveur. Son père l'observait avec une approbation froide. Raoul, le frère aîné, l'observait avec quelque chose de plus complexe de l'admiration, mêlé de ressentiment. Parce que Raoul était différent. Raoul était impulsif là où Carlos était calculateur. Raoul montrait des émotions là où Carlos montrait du contrôle. Raoul avait besoin d'approbation là où Carlos se contentait d'exécuter les attentes. Et Raoul n'a jamais oublié ce qu'il a vu dans cette pièce en 1951. Le corps de Manuela, le sang, la carabine, et surtout l'expression de son père quand il est entré. Pas d'horreur, pas de tristesse, une évaluation froide de la manière de gérer le problème. Raoul a appris ce jour-là la leçon la plus importante de sa vie. Les problèmes s'éliminent, les gens sont jetables, et si tu as le bon pouvoir, il n'y a jamais de conséquences. Carlos a étudié l'économie à l'Université nationale, diplômé avec mention. Puis il est parti à Harvard pour son doctorat. En 1971, il est revenu au Mexique et a commencé son ascension imparable. Analyste, sous-directeur, directeur, sous-secrétaire. Chaque promotion était calculée. Carlos ne demandait jamais de faveur directement. Il se positionnait là où les opportunités apparaîtraient inévitablement. Il éliminait ses concurrents sans confrontation directe, en devenant indispensable pendant que les autres commettaient des erreurs visibles. En 1982, à 34 ans, Carlos Salinas a été nommé secrétaire à la programmation et au budget, le poste le plus puissant du cabinet après la présidence elle-même. Il contrôlait chaque peso du budget fédéral. Depuis cette position, il a commencé à construire sa machine politique pour la présidence. Mais pendant que Carlos construisait un pouvoir légitime, Raoul commençait à bâtir son propre empire dans l'ombre. Raoul n'a jamais obtenu les titres de Carlos. Pas de doctorat, pas de publication, pas ce prestige intellectuel qui ouvre les portes dans la politique officielle. Mais Raoul avait quelque chose dont Carlos avait désespérément besoin. La volonté de se salir les mains dans des transactions que Carlos devait voir se produire mais qu'il ne pouvait pas exécuter personnellement. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment sombre.
Parce qu'il existe un document que le gouvernement mexicain a classé secret pendant 8 ans. Un document qui mentionne Raúl Salinas et l'un des narcotrafiquants les plus dangereux du Mexique sur la même page. En 1985, Raúl travaillait officiellement comme petit fonctionnaire au ministère du Commerce. Son salaire officiel était de 120 000 pesos par an, soit environ Seoul Parul N Nan Nan par an. Officieusement, Raoul construisait déjà un réseau de contacts incluant des entrepreneurs liés au narcotrafic, des politiciens prêts à fermer les yeux sur des irrégularités et des opérateurs financiers sachant déplacer l'argent sans laisser de traces. Il existe un document du CISN daté de mars 1987, un rapport de renseignement de routine sur des individus d'intérêt dans les cercles de pouvoir. Raúl Salinas apparaît à la page 14. Le rapport dit Raúl Salinas de Gortari maintient un contact fréquent avec Juan García Abrego et des associés du cartel du Golfe. Nature exacte de la relation inconnue. Recommandations, surveillance continue sans action directe en raison de connexions familiales sensibles. Ce document a été classé secret. Il est resté caché pendant 8 ans et lorsqu'il a finalement été divulgué en 1995, le gouvernement l'a balayé comme de la spéculation sans preuve concluante. Mais la preuve concluante existait. Il existe une photographie prise par des agents de la DEA en mars à Cancún. On y voit Juan García Abrego, chef du cartel du Golfe, enlaçant un autre homme. Il sourit, il y a des bouteilles de whisky sur la table. L'autre homme, c'est Raúl Salinas de Gortari, le frère du président du Mexique. La photo a été envoyée à Washington, elle a été intégrée à des rapports de renseignement, elle a été partagée avec des responsables américains de haut niveau, mais elle n'a jamais été rendue publique, jamais admise comme preuve. Pourquoi? Parce que Carlos Salinas négociait l'ALENA avec les États-Unis. Le gouvernement américain avait besoin que Carlos réussisse, parce que l'ALENA était une priorité géopolitique. Révéler que le frère du président mexicain posait avec des narcotrafiquants aurait détruit le traité. Alors la photo a été classée, elle est restée secrète, et l'ALENA a été signée sous des célébrations bilatérales. Mais cette photo n'est même pas la chose la plus choquante de cette histoire. Le plus choquant, c'est ce qu'un agent de la DEA a révélé des années plus tard lors d'une interview anonyme. Et ce qu'il a dit répond à la question que tout le monde se posait. Carlos savait-il ce que Raoul faisait? Attends d'entendre ça, parce que ce qui vient ensuite change complètement le récit officiel. Mais avant d'arriver à cette révélation, tu dois comprendre comment Carlos est arrivé à la présidence. Parce que ce moment-là est celui où le Mexique a perdu sa dernière chance d'arrêter ce qui allait venir. Le Mexique faisait face à une crise économique brutale. Inflation au-dessus de 150%, dette extérieure impayable, mécontentement social croissant. Le PRI faisait face à sa première vraie menace de perdre le pouvoir. Carlos Salinas a été choisi comme candidat présidentiel en octobre 1987. Son principal opposant était Cuauhtémoc Cárdenas, fils du président légendaire Lázaro Cárdenas. La campagne a été brutale. Salinas promettait la modernisation. Cárdenas promettait la justice sociale. Les sondages montraient une compétition extrêmement serrée. Le 6 juillet 1988, le Mexique a voté. Les premiers résultats montraient un avantage clair pour Cuauhtémoc Cárdenas. À 20 heures, avec 30% des bureaux rapportés, Cárdenas avait 42% contre 35% pour Salinas. Et puis, à 20h47, le système informatique électoral est tombé. Manuel Bartlett, secrétaire de l'Intérieur, est apparu à la télévision nationale. Le système présente des défaillances techniques momentanées. Nous demandons de la patience pendant qu'elles sont résolues. Le système est de rester hors service pendant 3 heures et 20 minutes. Quand il est revenu après minuit, les résultats avaient changé de façon dramatique. Carlos Salinas menait maintenant avec 50,4%. Cuauhtémoc Cárdenas était tombé à 31%. Mathématiquement, c'était impossible. Pour que les résultats basculent ainsi, les 70% restants auraient dû voter pour Salinas avec des marges de 70, 30 ou plus. Dans une élection serrée, ces chiffres ne se produisent pas naturellement. Cárdenas a dénoncé la fraude immédiatement. Il a organisé des manifestations massives. Des centaines de milliers de personnes ont rempli le Zócalo en exigeant la transparence. Le PRI a refusé. Les procès-verbaux n'ont jamais été audités. 2 ans plus tard, ils ont été accidentellement incinérés.
Mais en 2004, un homme a appelé une émission de radio à Mexico. Il s'est présenté comme Carlos Manuel López, ancien ingénieur du système de comptage de 1988. En direct pendant 23 minutes, López a dit qu'il avait personnellement reçu des ordres de modifier les algorithmes de comptage, que la panne du système était délibérée, qu'il existait des sauvegardes des données originales montrant la victoire de Cardena. López a donné des détails techniques précis. Nom de serveur, code d'accès, nom de fonctionnaire présent dans la salle de calcul cette nuit-là. Et López a disparu. 3 mois plus tard, le corps de Carlos Manuel López a été retrouvé dans un ravin près de Cuernavaca. Cause officielle, accident de voiture. Mais la voiture portait des marques d'impact à l'arrière, compatibles avec un choc provoqué. L'autopsie a montré des contusions à la tête survenues avant l'accident. Les freins avaient été sabotés. Il n'y a jamais eu d'enquête approfondie. L'affaire a été classée comme accident. Carlos Salinas est arrivé à la présidence du Mexique par une fraude électorale documentée. Et ce péché originel contaminerait tout son mandat. Parce qu'un homme qui vole une présidence n'a plus de limite morale. Et un homme sans limite morale ne peut pas contrôler un frère qui agit sans limite légale. Et maintenant, oui, maintenant que tu comprends comment Carlos est arrivé au pouvoir, je peux te révéler ce que cet agent de la DEA a avoué des années plus tard. L'un de ces agents, identifié seulement comme agent 47 dans une interview de 2006 avec la journaliste Annabelle Hernandez, a dit textuellement: nous avions une preuve photographique claire que Raúl Salinas avait une relation directe avec García Abrego. On nous a ordonné de ne rien faire avec cette preuve. L'ordre venait de Washington et la raison était évidente. On ne pouvait pas détruire le président du Mexique pendant qu'on négociait le traité commercial le plus important de la décennie. Alors, Carlos savait-il ce que Raúl faisait? Il est impossible qu'il ne le savait pas. Les frères se voyaient régulièrement. Raúl avait accès direct à Los Pinos, la résidence présidentielle. La fortune de Raúl n'était pas un secret dans la famille. Mais Carlos n'a jamais enquêté, jamais demandé, jamais intervenu. Pourquoi? Parce que Raúl lui était utile. Raúl gérait les relations que Carlos ne pouvait pas gérer officiellement. Raúl encaissait les dettes que Carlos ne pouvait pas encaisser directement. Raúl éliminait les problèmes que Carlos devait éliminer sans se salir les mains. C'était la même dynamique apprise en 1951. L'un exécute, l'autre garde ses distances. Les deux en profitent. Personne ne parle. Mais ce système avait une fissure. Et quand cette fissure est apparue, Raúl a fait quelque chose que même Carlos n'aurait peut-être pas pu prévoir. Quelque chose de si brutal, de si impitoyable, que cela révélerait enfin au monde le type de monstre que les 3 règles du père avaient créé. Et cette fissure avait un nom. José Francisco Ruiz Massieu, le beau-frère de Carlos Salinas. Un homme qui commençait à poser des questions trop gênantes. Un homme qui devait mourir. José Francisco Ruiz Massieu était secrétaire général du PRI. Il était aussi le beau-frère de Carlos Salinas, marié à sa sœur Adriana. Il était brillant, ambitieux, et il accumulait trop de pouvoir indépendant au sein du parti. En septembre 1994, Ruiz Massieu a commencé à poser des questions dangereuses. Des questions sur des contrats gouvernementaux irréguliers. Il enquêtait sur des liens entre des responsables du PRI et des organisations criminelles. Et ses recherches le rapprochaient dangereusement de Raúl. Le 28 septembre 1994, José Francisco Ruiz Massieu sortait d'un petit déjeuner politique à l'hôtel Camino Real à Mexico. Il était 9h17 du matin. Il marchait vers sa voiture quand un homme s'est approché en courant. Il a sorti un revolver calibre 38. Il a tiré 4 fois à bout portant. Ruiz Massieu s'est effondré. Les gardes du corps ont capturé le tireur avant qu'il ne puisse s'enfuir. Il s'appelait Daniel Aguilar Treviño. Ruiz Massieu a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il est mort sur la table d'opération. Lors de l'interrogatoire, Daniel Aguilar a avoué rapidement. Il a déclaré avoir reçu de l'argent et des ordres précis pour assassiner Ruiz Massieu. Les ordres venaient de Manuel Muñoz Rocha, député fédéral du PRI et proche associé politique de Raúl Salinas. La police fédérale est allée arrêter Muñoz Rocha immédiatement. Il avait disparu. Sa maison était vide, son bureau parfaitement nettoyé. Ses comptes bancaires avaient été vidés la veille de l'assassinat. Muñoz Rocha n'a jamais été retrouvé vivant. Pourquoi Raúl aurait-il voulu tuer le beau-frère de son propre frère,
le secrétaire général du PRI? La réponse se trouve dans ce que Ruiz Massieu était en train de découvrir. Il possédait des documents montrant des transferts d'argent entre des sociétés écrans contrôlées par Raoul et des responsables du prix qui facilitaient des contrats gouvernementaux frauduleux. Ruiz Massieu montait un dossier. Et si ce dossier devenait public, il ne détruirait pas seulement Raoul. Il détruirait Carlos. Il détruirait le prix. Alors Ruiz Massieu devait mourir. Et c'est Raoul qui a donné l'ordre. Parce que dans la famille Salinas, protéger le pouvoir passait toujours avant toute autre loyauté, même familiale. Carlos Salinas a quitté la présidence le 1er décembre 1994. Son successeur était Ernesto Zedillo, également du PRI. Mais 22 jours après l'entrée en fonction de Zedillo, le Mexique est entré dans la pire crise économique de son histoire moderne. Le peso s'est effondré. Il est passé de 3 pesos 50 par dollar à 7 pesos 50 en quelques semaines. Les banques ont paniqué. La bourse a chuté de 50%. Des millions de Mexicains ont perdu leurs économies, leurs maisons, leurs emplois. L'héritage économique de Carlos Salinas s'est effondré en moins d'un mois. En janvier 1995, le nouveau gouvernement de Zedillo a ouvert des enquêtes sur le sexennat précédent. Pas par justice, mais par survie politique. Zedillo avait besoin d'un bouc émissaire. Les enquêtes ont révélé les comptes suisses de Raoul, les transferts de dizaines de millions, le réseau de sociétés écrans et le lien avec l'assassinat de Ruiz Massieu. Le 28 février 1995, des agents du procureur général ont arrêté Raoul Salinas à son domicile de Mexico. L'accusation formelle, auteur intellectuel de l'assassinat de José Francisco Ruiz Massieu. Carlos Salinas était chez lui lorsqu'il a appris la nouvelle. Selon des employés présents ce matin-là, Carlos a raccroché le téléphone et resté silencieux pendant 30 secondes, puis a prononcé une seule phrase. C'était inévitable. Il n'a pas appelé Raoul. Il n'a pas immédiatement contacté des avocats. Il n'a publié aucune déclaration pour défendre son frère. Parce que Carlos Salinas savait quelque chose que Raoul allait apprendre de la manière la plus brutale possible. Dans le jeu du pouvoir mexicain, personne n'est indispensable. Et quand tu tombes seul. L'arrestation de Raoul a déclenché une frénésie médiatique. Les journalistes ont découvert que Raoul possédait 14 comptes bancaires en Suisse sous de faux noms. Ils ont découvert qu'il avait transféré plus de 120 millions de dollars sur ses comptes entre 1992 et 1994. Les autorités suisses ont gelé les comptes et ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Des registres détaillés de chaque transfert, chaque dépôt, chaque mouvement. L'un de ces documents était particulièrement accablant. Il s'agissait d'un mémo interne de la banque Crédit Suisse, daté d'octobre 1993. Le mémo documentait une conversation entre Raoul Salinas et son banquier, Antonio Chiraldi. Selon le mémo, Chiraldi a interrogé Raoul sur l'origine des fonds, car les montants étaient si élevés qu'ils déclenchaient des protocoles de diligence renforcés. La réponse de Raoul, citée mot pour mot dans le mémo, était la suivante. Cet argent provient de services de protection politique fournis à des organisations opérant dans le commerce transfrontalier. Ma position familiale me permet d'offrir des garanties que d'autres ne peuvent pas offrir. Commerce transfrontalier était l'euphémisme bancaire pour désigner le narcotrafic. Ce mémo a été découvert par des enquêteurs suisses en 1996. Il a été partagé avec les autorités mexicaines, mais n'a jamais été admis officiellement comme preuve lors du procès de Raoul, car la chaîne de conservation ne respectait pas les standards juridiques mexicains. Pendant que Raoul faisait face aux accusations criminelles, Carlos tentait de contrôler le désastre politique. Le 10 mars 1995, Carlos Salinas a entamé une grève de la faim dans la maison d'un ami à Monterrey. Il a convoqué les médias. Il a déclaré être victime d'une persécution politique orchestrée par Zedillo. C'était un spectacle pathétique. Un ancien président réduit à un théâtre désespéré. Ça n'a pas fonctionné. La grève de la faim a duré 4 jours. Le 14 mars, Carlos y a mis fin, humilié et vaincu. 2 jours plus tard, il a pris un vol pour les États-Unis. Il ne reviendrait plus jamais vivre de façon permanente au Mexique. Carlos a passé les 2 années suivantes en exil volontaire d'abord aux États-Unis, puis au Canada, et enfin en Irlande. Pendant cette période, il a écrit un livre d'environ 100 pages intitulé Mexique. Un pas difficile vers la modernité.
Le livre est un immense exercice d'auto-justification. Carlos s'y présente comme un visionnaire incompris, un réformateur courageux attaqué par des forces réactionnaires. Le livre mentionne Raoul exactement 3 fois. Dans aucune de ces mentions, Carlos n'affirme croire en l'innocence de son frère. Pas un mot de soutien, pas une phrase pour le défendre. Même pas la décence minimale de maintenir une loyauté familiale en public. Parce que Carlos avait fait son calcul. Raoul était devenu un fardeau. Le défendre signifiait sombrer avec lui. Raoul a passé 10 ans dans une prison de haute sécurité. Il a finalement été acquitté de l'assassinat de Ruiz Massieu en 2005, mais il a été condamné pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Il est sorti de prison en 2008. Pendant ces 10 années, Carlos ne lui a jamais rendu visite en prison. Pas une seule fois. En 2008, lorsque Raoul a été libéré, les deux frères se sont vus brièvement lors d'un événement familial privé. Selon les témoins présents, ils se sont salués avec une poignée de main froide. Pas d'embrassade, pas de conversation réelle. Mais il existe un enregistrement. L'enregistrement audio dont je parlais au début. 47 minutes pendant lesquelles Raoul parle de son frère. Cet enregistrement a été réalisé en 2010 par le journaliste Jorge Fernandez Menendez lors d'un entretien pour un livre qui n'a jamais été publié. Dans cet enregistrement, Raoul développe ce qu'il avait déjà confessé. Il explique comment la dynamique fonctionnait depuis leur enfance au Palais National. Comment Carlos était toujours le cerveau et lui les mains. Et comment il a finalement été abandonné lorsque tout s'est effondré. Plus loin dans la conversation, Raoul dit quelque chose d'encore plus dévastateur. « Tu sais ce qu'il y a de plus triste? C'est que j'aurais fait la même chose. Parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Dans notre famille, l'amour n'a jamais été inconditionnel. L'amour, c'était quelque chose que tu gagnais en étant utile. Et quand tu cessais d'être utile, tu cessais d'être aimé. Nous avons appris cette leçon le même jour en 1951. La seule différence, c'est que moi, je l'ai apprise avec du sang sur les mains et lui en regardant. Cet enregistrement explique tout. Il explique la dynamique de pouvoir entre les frères. Il explique pourquoi Carlos n'est jamais intervenu. Il explique pourquoi Raoul agissait en toute impunité. Il explique comment 2 enfants ayant assisté à une mort violente et à un camouflage sont devenus des adultes capables de trahir n'importe quel principe pour le pouvoir. Mais la malédiction des Salinas ne s'est pas arrêtée avec Carlos et Raoul. Elle est passée à la génération suivante. Et à certains égards, c'était encore pire. Aujourd'hui, en 2025, Carlos Salinas de Gortari a 77 ans. Il vit entre le Mexique et l'Irlande. Il publie occasionnellement des tribunes sur l'économie, donne parfois des conférences en ligne, ne mentionne jamais son frère Raoul et parle très rarement de ses enfants. En 2023, Carlos a accordé une interview rare à The Economist. On lui a demandé quel était son héritage. Il a répondu avec des statistiques économiques. On lui a demandé ensuite ce qu'il en était de sa famille. Il a dit « Ma famille va bien. Chacun a trouvé sa voie. Il n'a pas développé. Aucun détail. Aucune émotion. Parce que Carlos Salinas de Gortari, à 77 ans, est toujours exactement ce qu'il a toujours été. Un homme brillant, ambitieux et émotionnellement incapable de se connecter aux êtres humains qu'il devrait aimer. Raoul Salinas de Gortari a 79 ans. Il vit à Mexico, dans une maison modeste. Il évite les médias. Il n'a aucun profil public. Son ex-femme a divorcé de lui en 2007. Ses enfants adultes ont changé légalement de nom de famille pour supprimer Salinas. Ils n'entretiennent pas de contact régulier avec lui. Les frères Salinas ne se parlent pas. Ils ne se sont pas vus en personne depuis 2010, lors des funérailles de leur mère. Quand ils se sont croisés à cet événement, ils se sont salués d'une poignée de main froide et sont restés chacun d'un côté de l'église. Aucune réconciliation n'est possible, parce que se réconcilier impliquerait d'admettre des erreurs, de montrer de la vulnérabilité, de reconnaître la douleur. Et les Salinas ont été éduqués pour ne jamais faire aucune de ces choses. Emiliano Salinas a 52 ans. Il vit toujours au Mexique et dirige une entreprise de conseil en leadership éthique. L'ironie n'échappe à personne. Les survivantes de NXIVM le mentionnent régulièrement sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment rendu de compte. Son nom est toxique dans les milieux progressistes. Les autres enfants Salinas Oxcheli vivent dispersés, géographiquement et émotionnellement. Ils se réunissent peut-être une fois tous les 2 ans pour des obligations familiales.
Quand ils sont ensemble, la tension est palpable. Des conversations superficielles, zéro profondeur émotionnelle, aucun n'a de relation proche avec son père, des appels téléphoniques de courtoisie, des visites obligatoires à Noël. Mais aucune intimité réelle. En 2018, un journaliste a demandé à Carlos Salinas ce qu'il regrettait le plus dans sa vie. Carlos a répondu sans hésiter. Des décisions économiques qui n'ont pas été pleinement comprises dans leur contexte historique. Pas un mot sur son frère passé 10 ans en prison. Pas un mot sur son fils impliqué dans une secte abusive. Pas un mot sur la mort de Manuela en 1951. Pas un mot sur le prix que sa famille a payé pendant 3 générations à poursuivre le pouvoir sans limite morale. Parce que Carlos Salinas de Gortari a parfaitement appris la leçon de son père. Ne jamais admettre d'erreur, ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais reconnaître que le coût a été trop élevé. Mais la vérité est visible pour quiconque regarde. Un homme qui a atteint la présidence du Mexique et a tout perdu le reste. Un homme qui a 5 enfants et aucun ne veut suivre ses pas. Un homme qui a bâti un empire d'influence et a fini profondément seul. Le nom Salinas incarne la question la plus importante que toute société doit se poser. Le pouvoir vaut-il la peine s'il détruit tout le reste? Combien de succès justifie la perte de ton humanité? À quel moment l'ambition devient-elle une malédiction générationnelle qui empoisonne tes enfants, tes petits-enfants, tous ceux qui portent ton nom? Le Mexique n'a jamais obtenu de réponse complète sur les comptes suisses, sur les narcotrafiquants, sur celui qui a réellement ordonné l'assassinat de Ruiz Massieu. Mais la famille Salinas a ses propres réponses. Elle les vit chaque jour sous forme d'appels téléphoniques gênants, de réunions familiales tendues et de l'impossibilité d'être ensemble dans une même pièce sans que les fantômes des décisions passées ne remplissent chaque silence. 3 générations, 74 ans. D'un enfant de 5 ans témoin d'une mort violente à un ancien président de 77 ans vivant seul entre 2 pays. D'un camouflage au palais national à une famille dispersée sur 3 continents, incapable de s'aimer. Voilà la véritable malédiction des Salinas. Pas la prison, pas la pauvreté, pas le scandale public, la solitude. La solitude de personnes qui ont tout, sauf la seule chose qui compte. Mais il y a encore quelque chose que tu dois savoir sur la fin de cette histoire. Quelque chose que le public mexicain n'a jamais vu, mais qui définit exactement qui sont les Salinas quand personne ne regarde. En décembre 2019, pendant Noël, les 5 enfants Salinas Ocelli se sont réunis dans la maison de Cecilia, l'aînée, à Mexico. C'était la première fois depuis 4 ans que les 5 se retrouvaient physiquement dans la même pièce. Leur père, Carlos Salinas, n'était pas invité. Selon une amie proche d'Anna Emilia, présente brièvement ce soir-là, l'atmosphère était glaciale. Les frères et sœurs se sont salués par des baisers mécaniques sur la joue. Les 2 premières heures ont été remplies de conversations superficielles. La météo, l'actualité internationale, des anecdotes sans risque sur leurs enfants. Personne ne mentionnait leur père. Personne ne mentionnait Emiliano et Narci VM. Personne ne mentionnait le nom de famille qu'ils partageaient tous. Mais après le dîner, quand le personnel est parti, quelque chose s'est brisé. Carlos Salinas Ocelli, celui qui vit à Madrid, a commencé à parler pas directement de son père, mais d'un rêve récurrent qu'il faisait depuis 15 ans. Dans ce rêve, il était enfant à Los Pinos, courant dans des couloirs interminables à la recherche de son père. Les portes se multipliaient. Chaque porte qu'il ouvrait révélait une pièce vide. Il ne trouvait jamais personne. La première fois que j'ai fait ce rêve, je me suis réveillé en pleurant, a dit Carlos. J'avais 27 ans, un adulte accompli, et je pleurais comme un enfant parce que même dans mes rêves, mon père ne me cherchait pas. Le silence qui a suivi était total. Puis Emiliano a parlé. Pour la première fois depuis le scandale Nixi VM, Emiliano a parlé honnêtement à ses frères et sœurs de la raison pour laquelle il avait rejoint cette organisation. Kiss Ranière m'a fait me sentir vu, a dit Emiliano. Il m'a fait sentir que j'avais de la valeur pas à cause de mon nom de famille, pas à cause de ce que je pouvais accomplir, mais pour ce que j'étais. Et je sais à quel point ça sonne pathétique. Je sais que je suis devenu complice de quelque chose d'horrible parce que j'étais désespéré de recevoir une validation que j'aurais dû recevoir de mon père et que je n'ai jamais eue. Emiliano a continué. Chaque jour, je vis avec la culpabilité. Chaque nuit, je pense à ces femmes qui m'ont fait confiance,
qui ont cru quand je leur ai dit que NXIVM allait changer leur vie. Et ça a changé leur vie. Ça les a détruites. Et une partie de moi s'est détruite aussi parce que j'ai compris quelque chose. J'étais devenu lui, notre père, quelqu'un capable d'utiliser les gens comme des outils, quelqu'un capable de regarder la souffrance et de la rationaliser comme nécessaire pour un bien supérieur. Anna Emilia a commencé à pleurer, pas en silence, mais avec des sanglots profonds retenus pendant des décennies. J'ai choisi de travailler avec des femmes victimes d'abus parce que je suis l'une d'elles, a dit Anna Emilia. Nous n'avons pas été battus physiquement, mais nous avons été abusés. L'abus émotionnel est invisible, mais il détruit tout autant. Et le pire, c'est que le Mexique nous voit comme des privilégiés, comme les enfants du pouvoir, sans droit de nous plaindre. Mais personne ne voit ce que c'était de grandir dans une maison où l'amour était conditionnel, où chaque erreur était impardonnable, où montrer sa douleur était une honte. Patricio, le plus jeune, celui qui parlait toujours le moins, a finalement pris la parole. Je vis à New York parce que c'est le seul endroit où je peux dire mon nom sans voir ce regard dans les yeux des gens. Ce regard qui dit « Ah, tu es le fils de ce Salinas, celui qui a volé, celui qui a trahi. » Et le plus horrible, c'est qu'une partie de moi pense mériter ce regard, parce que je porte ce nom, parce que j'ai bénéficié de ce pouvoir, parce que je n'ai jamais eu le courage de renier publiquement mon père. La conversation a duré 4 heures. 4 heures pendant lesquelles 5 frères et sœurs ont enfin dit les vérités qu'ils taisaient depuis toute leur vie adulte. Et à la fin de cette conversation, ils sont parvenus à un accord silencieux. Ils ne feraient plus jamais semblant d'être une famille fonctionnelle. Ils ne prétendraient plus jamais que leur enfance avait été normale. Et ils ne protégeraient plus jamais l'héritage de leur père par loyauté familiale forcée. Mais ce qui a été le plus révélateur ce soir-là, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Aucun n'a appelé leur père pour le confronter. Aucun n'a écrit de lettres pour exprimer ses vérités. Aucun n'a cherché une véritable réconciliation. Parce qu'au fond, ils savaient tous une chose. Carlos Salinas de Gortari est incapable de donner ce qu'il n'a jamais reçu. Il ne peut pas offrir de validation émotionnelle parce qu'il n'en a jamais reçu. Il ne peut pas demander pardon parce qu'il a été éduqué pour ne jamais admettre d'erreur. Il ne peut pas aimer de façon inconditionnelle parce que son propre père lui a appris que l'amour a toujours un prix. En 2021, lors d'une interview avec un magazine argentin, on a demandé à Carlos Salinas quelle était sa relation avec ses enfants. « Mes enfants sont des adultes indépendants avec des carrières réussies », a répondu Carlos. « Je leur ai donné les outils pour réussir dans le monde. C'est ce qu'un père doit faire. » Le journaliste a insisté. « Mais avez-vous une relation proche avec eux? Les voyez-vous régulièrement ?» Carlos a répondu avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « La proximité se mesure en qualité, pas en fréquence. » Cette réponse dit tout. À 67 ans, Carlos Salinas est toujours incapable d'admettre qu'il a échoué dans la seule chose qui compte vraiment, être père. Il existe une vidéo enregistrée en mars 2023 lors d'un événement économique à Dublin. Carlos Salinas y donne une conférence sur la politique monétaire. À la fin, pendant la séance de questions, quelqu'un lui demande « Si vous pouviez revenir en arrière et changer une décision, laquelle serait-ce » Carlos répond sans hésiter « J'aurais mis en place des réformes structurelles plus agressives dans le secteur énergétique dès ma première année de gouvernement, au lieu d'attendre la 3e. Politique monétaire, réformes structurelles, stratégie économique. Pas un mot sur Raoul, pas un mot sur Manuela, pas un mot sur ses enfants, pas un mot sur le coût humain de 74 ans d'ambition sans limite. Raoul Salinas vit différemment, pas mieux, mais différemment. En 2022, il a été aperçu dans un marché public de Mexico en train d'acheter des légumes. Un photographe l'a reconnu et a pris une photo discrète. Sur l'image, Raoul apparaît voûté, les cheveux complètement blancs, vêtu modestement. Il semble avoir 20 ans de plus que son âge réel. Un journaliste l'a abordé brièvement et lui a demandé s'il avait quelque chose à dire après toutes ces années. Raoul a répondu « J'ai payé mon prix. 10 ans de prison, ma famille détruite, mon nom devenu synonyme de corruption. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Du sang ?» Puis il a ajouté quelque chose que le journaliste a retenu mot pour mot. « Mon frère a dormi paisiblement toutes ces années pendant que j'étais en prison. » C'est tout ce que vous devez savoir sur qui est vraiment Carlos.
En 2024, une petite nièce de Manuela, la fillette morte en 1951, a contacté un journaliste d'investigation. Elle s'appelle Patricia Gomez. Elle a 45 ans. Elle est institutrice à Puebla. Patricia n'a jamais connu Manuela, mais elle a grandi en entendant l'histoire de sa grande-tante, qui travaillait pour une famille puissante et est morte dans des circonstances étranges. Ma grand-mère, la sœur de Manuela, ne parlait jamais directement de ce qui s'était passé, a dit Patricia. Mais dans ces derniers jours, en 2018, sous l'effet des médicaments, elle répétait sans cesse une phrase. Les enfants savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas un accident. Patricia possède une photo de Manuela, une fillette au visage doux, avec des tresses sombres, souriant timidement à l'objectif. La photo a été prise 2 mois avant sa mort. Cet enfant avait 12 ans et toute une vie devant elle, a dit Patricia. Et elle est morte aux mains d'enfants d'une famille si puissante que sa mort est devenue une note de bas de page. Même pas une tombe digne, même pas la justice, seulement de l'argent sale et des menaces pour que ma famille disparaisse. Patricia a tenté d'obtenir l'accès au dossier officiel de l'affaire. Toutes ses demandes ont été rejetées. Le dossier est classé indéfiniment pour des raisons de sécurité nationale. Sécurité nationale, pour un incident de 1951. La réponse est évidente. Même aujourd'hui, 74 ans plus tard, le système protège encore les Salinas. Parce qu'admettre la vérité sur Manuela reviendrait à admettre que le Mexique a permis à une famille de bâtir son pouvoir sur le cadavre d'une fillette de 12 ans sans jamais rendre de compte. Aujourd'hui, quand tu tapes le nom Salinas sur Google, des millions de résultats apparaissent, articles économiques, analyses politiques, débats sur l'ALENA, enquêtes sur la corruption. Mais presque personne ne mentionne Manuela. Presque personne ne parle des 5 enfants Salinas Oxcheli qui ont grandi sans un père émotionnellement présent. Presque personne ne relie les points entre un enfant de 5 ans témoin de violence et un homme de 50 ans ordonnant des assassinats. Parce qu'il est plus facile de parler d'économie que de traumatisme générationnel. Plus facile d'analyser la politique que de se demander ce qui se passe quand on élève des enfants pour conquérir, mais pas pour ressentir. La véritable malédiction des Salinas n'est pas la prison de Raoul. Ce n'est pas l'exil de Carlos. Ce n'est pas le scandale d'Emiliano. La véritable malédiction, c'est le silence. Le silence lors des réunions familiales où personne ne mentionne ce que tout le monde sait. Le silence des enfants qui ne diront jamais publiquement ce que leurs parents leur ont fait. Le silence d'un pays qui a choisi d'oublier plutôt que de confronter. Et ce silence se transmet. Les petits-enfants Salinas, la 4e génération, grandissent déjà avec ce poids. Certains ont changé légalement de nom de famille. D'autres évitent simplement de mentionner leur lien familial. Aucun ne veut répéter le schéma, mais le schéma est déjà en eux. Parce que le traumatisme n'a pas besoin de mots pour se transmettre. Il se transmet dans les silences gênants, dans l'affection retenue, dans l'incapacité de faire totalement confiance à quelqu'un parce que tu as vu ta propre famille se trahir. Voici la véritable histoire des Salinas. Pas seulement la corruption et le pouvoir, mais la question que nous devons tous nous poser: combien sommes-nous prêts à sacrifier pour atteindre nos ambitions? À quel moment le succès cesse-t-il d'en valoir la peine? Quand réalise-t-on que nous sommes arrivés au sommet, mais que nous avons détruit tout ce qui comptait en chemin? Carlos Salinas de Gortari est arrivé au sommet. Il a été président du Mexique. Il a négocié des traités internationaux. Son nom figure dans les livres d'histoire. Mais il est seul. Profondément, irrémédiablement seul. Et c'est finalement la malédiction la plus cruelle de toutes.